Peut-être que vous n'y avez jamais pensé, mais en réalité, il n'y a pas si longtemps, l'humanité ne savait même pas s'il existait des planètes au-delà du système solaire. Aujourd'hui, grâce aux technologies modernes, la situation a beaucoup changé. Nous connaissons 5300 exoplanètes en dehors de notre système planétaire, un immense champ de recherche. Au début de l'étude des objets au-delà du système solaire, ce sont d'abord les grandes planètes, les géantes gazeuses, qui ont été découvertes. Puis, avec le temps et le développement des technologies, nous avons pu observer des exoplanètes dont les caractéristiques ressemblent beaucoup à celles de notre propre planète. On en a trouvé environ 50 à ce jour. En réalité, nous ne connaissons pas encore beaucoup de planètes situées dans la zone habitable, ce qui permettrait théoriquement à la vie d'apparaître. Cependant, la situation évolue. L'espace commence peu à peu à lever ses voiles de mystère pour nous. C'est pourquoi de plus en plus de mondes nous apparaissent où des organismes vivants pourraient potentiellement émerger. Quels sont donc ces mondes ? Ah bon ? Dans la Voie lactée, souterrain de petits systèmes abritent des étoiles très semblables au Soleil. Malgré cela, il est peu probable de trouver une planète habitable dans ces systèmes, car la plupart des objets qui s'y trouvent ont des températures extrêmement élevées. Cependant, si l'étoile principale du système est plus froide, la zone habitable se situe plus près de l'étoile elle-même. Et à une distance de 23 années-lumière de notre planète, dans la constellation du Scorpion, se trouve le système stellaire Triple Gliese 667. Ce qui est remarquable, c'est que dans la zone habitable de l'une des étoiles de faible masse, il y a plusieurs planètes rocheuses sur lesquelles la vie pourrait potentiellement apparaître. C'est le premier système découvert avec cette particularité. Gliese 667 compte 3 étoiles. La plus grande s'appelle Gliese Jaraïs 667A et appartient aux étoiles de la séquence principale de type K. Son niveau de luminosité est inférieur de 88% à celui du Soleil, tandis que la masse de Gliese Jaraïs 667A représente 73% de la masse du Soleil. La deuxième étoile du système est une naine rouge orangée, Gliese Jaraïs 667b, qui est également de type K. Le niveau de luminosité de cette étoile est inférieur de 95% à celui du Soleil. Un intérêt particulier pour nous est la troisième étoile appelée Gliese 667c. Elle appartient aux naines rouges de type M et sa masse représente un tiers de la masse du Soleil. Le niveau de luminosité de cette étoile est très faible et représente un peu plus de 1% de la luminosité du Soleil. On pourrait croire à une étoile faible et froide, pourtant elle a un nombre important de planètes. Au premier stade des recherches sur le système, Gliese 667c, on pensait qu'il n'y avait que 3 exoplanètes. Cependant, avec le temps, lorsque davantage d'informations ont pu être traitées, il s'est avéré qu'il y avait en réalité 6 planètes. Et le plus intéressant, c'est que la moitié, voire plus, d'entre elles pourraient être habitables. Et ici, il s'agit de 3 ou 4 planètes. Réfléchissez-y un instant. De telles planètes peuvent être appelées des super-terres ou des sur-terres. Ce sont des planètes dont la masse est bien inférieure à celle des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne, mais supérieure à celle de la Terre. Une super-terre peut développer une couche atmosphérique, ce qui peut créer des conditions favorables à l'apparition d'organismes vivants. Les planètes elles-mêmes se sont principalement formées à partir de roches, parfois avec quelques impuretés de glace. Nous allons nous attarder plus en détail sur la planète la plus proche de Gliese 667c, appelée Gliese 667cb. Sa période de révolution autour de son étoile est de 7 jours. La masse de la planète dépasse de plus de moitié celle de la Terre, la couche atmosphérique de Gliese 667. CB est très dense et il fait extrêmement chaud à sa surface. La température y atteint environ 200 degrés Celsius. Les planètes où la vie pourrait potentiellement apparaître se trouvent à une plus grande distance de leur étoile. Leur masse est également supérieure à celle de la Terre. Après Gliese 667, CB vient la planète Gliese 667 CC et elle se trouve au début de la zone habitable. La planète effectue une révolution complète autour de son étoile en 28 jours.
La masse de Gliese 667c est presque 4 fois supérieure à celle de la Terre, et son rayon est presque 2 fois plus grand que celui de notre planète. L'indice de similarité avec la Terre est de 0,85, un chiffre très élevé. Comme l'étoile Gliese 667, CB a une luminosité assez faible, la zone habitable se trouve près d'elle. C'est environ de 0,1 à 0,23 unités astronomiques. Par exemple, la Terre se trouve à une distance de 1 unité astronomique de son étoile. Si le Soleil était 10 fois moins lumineux, notre Terre serait entièrement recouverte de glace. Dans le cas de Gliese 667 cc, la distance à son étoile est d'environ 0,12 unités astronomiques. Il est très probable que la planète soit en rotation synchrone, c'est-à-dire qu'elle présente toujours la même face à son étoile. Cela aura une influence significative sur le climat de l'exoplanète, car il y aura de fortes différences de température entre la partie éclairée et la partie sombre. Bien que la quantité de lumière que reçoit Gliese 667 cc soit inférieure à celle de la Terre, cela est compensé par la présence du spectre infrarouge. L'énergie pourrait être suffisante pour que le climat reste tout de même plus ou moins confortable pour les organismes vivants. Pour l'instant, nous ne savons pas si l'exoplanète possède une couche atmosphérique. S'il s'avère qu'elle en a une, il faudra en déterminer l'épaisseur et la densité. À partir de ces données, nous pourrions estimer la température approximative à la surface. Supposons que l'atmosphère supposée de Gliese 667 cc ait les mêmes caractéristiques que celle de la Terre. Cela aiderait à atténuer les variations de température dues à la rotation synchrone. Eh bien, c'est plutôt pas mal. En se trouvant dans le système de l'étoile Gliese 667c, on pourrait voir à la fois Gliese 667a et Gliese 667bb. Bien qu'elle se trouve à environ 230 unités astronomiques, certains problèmes se posent cependant avec l'étoile principale du système. Malheureusement, de puissantes éruptions de radiation peuvent donc se produire sur l'étoile Gliese 667c. Compte tenu du fait que les exoplanètes sont proches de leur étoile, tous ces processus peuvent avoir un impact négatif sur la vie potentielle sur Gliese 667 cc, mais la probabilité même, le processus même de l'apparition de la vie sur une exoplanète dépend aussi directement de la masse de l'exoplanète elle-même. Et tout cela parce que la masse détermine l'accélération gravitationnelle de la chute libre. Les planètes rocheuses plus massives auront une accélération gravitationnelle plus élevée, ce qui implique des objets plus massifs à la surface de l'exoplanète. C'est la même chose pour l'atmosphère. Plus sa masse est grande, plus la pression atmosphérique est élevée. Et les organismes vivants, si jamais ils apparaissent sur Gliese 667 cc, ou s'ils sont déjà apparus, ne ressembleront probablement pas à ceux de la Terre, car ils évolueront dans des conditions différentes. Un monde totalement nouveau et étonnant. Parlons aussi d'autres planètes potentiellement habitables, à savoir Gliese 667 CI et Gliese 667 CIF. Elles se trouvent encore plus loin de leur étoile et il serait logique de supposer qu'il n'y a aucune chance pour l'apparition de la vie là-bas, car l'énergie reçue ne serait tout simplement pas suffisante. Cependant, si l'atmosphère de ces planètes s'avère très dense, cela augmenterait leurs chances d'être habitables, car la chaleur y serait retenue beaucoup plus longtemps. En général, c'est une immense chance que nous ayons pu trouver un système avec un si grand nombre de planètes potentiellement habitables. Dans le système solaire, il n'y a que la Terre, alors qu'ici, il y a 3, voire même 4 planètes. Arrêtons-nous plus en détail sur ce qui rend une planète apte à l'apparition d'organismes vivants. Tout d'abord, c'est une quantité suffisante de lumière, nécessaire à la formation d'un climat optimal. Nous devons déterminer à quelle distance la planète doit se trouver pour que la quantité de lumière reçue soit suffisante, ni trop peu. Nous définissons la zone d'habitabilité, c'est-à-dire en fait 2 limites. Dans le cas du système Gliese 667, la limite de la zone d'habitabilité la plus proche se trouve à une distance d'environ 0,126 unités astronomiques, tandis que la limite la plus éloignée se situe à 0,251 unités astronomiques,
Sur les exoplanètes qui se trouvent précisément dans cette zone, il peut y avoir de l'eau liquide, ce qui, bien sûr, est également important pour l'apparition de la vie. Si la planète se trouve à la limite la plus proche, il y a un risque que l'eau s'évapore rapidement et qu'un effet de serre se produise. Si l'objet se trouve à la limite la plus éloignée, sa surface peut être entièrement recouverte de glace. C'est pourquoi dans un domaine comme l'apparition de planètes potentiellement habitables, un équilibre est nécessaire. Au début de la vidéo, nous avons dit que le système Gliese 667c compte 6 planètes. Cependant, en 2013, des recherches ont suggéré qu'il y en aurait en réalité 7. La possible 7e planète a été nommée Gliese Geraes 667c. Cependant, il est très probable qu'elle se trouve en dehors de la zone habitable, plus près de son étoile principale. Cela signifie donc qu'à cause des températures trop élevées, il n'y a pas de place pour les organismes vivants là-bas. Cependant, il nous reste tout de même 3 ou 4 exoplanètes potentiellement habitables dans ce système. Avec le développement des technologies, l'apparition de puissants télescopes et d'engins de recherche, de plus en plus de possibilités s'offrent à nous pour étudier l'espace. Et nous sommes convaincus que de nombreux autres systèmes planétaires avec des planètes habitables nous attendent encore à l'avenir. Imaginez, nous avons appris qu'un énorme météorite s'approche du système solaire. Il se dirige droit vers la Terre. Sa taille correspond pratiquement à celle de Pluton. Il faut étudier cet objet inconnu. C'est pourquoi, lorsque le météorite traverse l'orbite de Saturne, un grand nombre de petites sondes sont envoyées vers lui. Cependant, ils n'ont trouvé aucun minéral ni élément utile sur l'objet. Au centre de sécurité spatiale, en Alaska, ils ajustent un laser spécial pour réduire le météorite en poussière. Et maintenant, il ne reste plus rien du météorite, à part les vidéos des scientifiques qui travaillaient sur Jupiter. Et ils ont décidé de filmer un tel événement. En bref, voilà à quoi ressemblerait notre vie. Si nous devenions une civilisation de type 2, nous pourrions facilement faire face à n'importe quelle menace pour notre existence, et nous aurions à notre disposition des réserves d'énergie infinies. Mais tout est-il aussi rose qu'il n'y paraît à première vue? Et qu'est-ce qui pourrait mettre fin à une civilisation de type 2? Que faut-il pour devenir une civilisation de type 2? Selon l'échelle de Kardashev, il faut apprendre à exploiter l'énergie non seulement terrestre, mais aussi solaire. Cependant, il est important de noter qu'il ne s'agit pas simplement d'une centrale solaire, mais d'un système entier qu'il faudrait construire. À propos de la sphère de Dyson, elle porte le nom de Freeman Dyson, professeur à l'université de Princeton, qui a proposé cette idée pour la première fois dans les années 60. La sphère de Dyson est une sorte d'énorme coquille artificielle autour d'une étoile. Sa fonction principale est d'accumuler l'énergie de l'étoile, puis de la transformer en électricité. Une partie de cette énergie se transforme alors en rayonnement infrarouge. Le rayon d'une telle sphère est d'environ une unité astronomique, et l'épaisseur de la structure elle-même est d'environ 3 mètres. Quels sont les pièges ici? Pour faire court, tout peut mal tourner. Absolument tout peut arriver ici. Il faut d'abord construire la sphère de Dyson à partir de quelque chose. Et pour cela, il faut une quantité incroyablement énorme de ressources. À savoir de 1,5 à 10 puissance 24 tonnes de matériaux. Pour comprendre l'ampleur, c'est environ la même masse que la planète géante Jupiter. Où pouvons-nous obtenir une telle quantité de matériaux? Eh bien, tout d'abord, nous pouvons démonter quelques planètes à surface rocheuse, ainsi que tous les astéroïdes auxquels nous pouvons accéder depuis notre planète. Cependant, ce n'est pas tout. Les matériaux doivent être extrêmement solides pour pouvoir résister à l'énergie véritablement destructrice du Soleil. Et la structure doit avoir la forme d'une sphère parfaite, sinon elle sera détruite par les forces gravitationnelles. Imaginons que nous ayons tout de même réussi à construire la sphère de Dyson. Dans ce cas, les difficultés ne nous quitteront pas, bien au contraire. Pour que tout le mécanisme fonctionne comme nous le souhaitons, l'astre doit être parfaitement centré. Si certains facteurs externes déplacent le Soleil sur le côté, la sphère se déplacera aussi et sera détruite. Eh bien, cela signifie qu'il nous est impossible de construire une structure aussi massive que la sphère de Dyson, et que les gens ont mal interprété les propos de Freeman Dyson. Il proposait non pas une sphère solide, mais un groupe de satellites spéciaux et d'autres appareils spéciaux qui s'accumulent autour de l'astre.
Ils accumuleraient les rayons du Soleil, puis les transféreraient vers la Terre. Admettez que c'est plus réaliste et que cela semble tout à fait réalisable. Nous devons inventer et intégrer des technologies de transmission d'énergie sans fil sur Terre. Même s'il doit y avoir beaucoup de satellites, nous aurons quand même besoin de beaucoup moins de matériaux que pour une sphère solide. Nous pouvons créer non seulement une sphère de Dyson, mais aussi ce qu'on appelle une bulle de Dyson, un groupe d'appareils équipés de voiles solaires spéciales qui orbitent autour de l'astre. Il existe aussi une variante de la coquille de Dyson habitable. En réalité, il en existe de nombreuses. Quelle que soit la technologie créée, nous serons confrontés à de nombreux problèmes. Nous avons mentionné que pour un essaim de satellite, nous avons besoin de moins de matériaux que pour une sphère solide, mais il n'y en a pas assez sur Terre. La seule option optimale pour nous dans ce cas est de chercher des ressources en dehors de notre planète. C'est une chose de détruire quelques petits astéroïdes pour cela, c'en est une autre de démonter une planète entière, morceau par morceau. Il est possible que cela menace de détruire tout le système solaire. Néanmoins, même si nous construisions une sphère de Dyson, elle ne pourrait pas acheminer l'énergie solaire au-delà de notre planète. Cela réduirait fortement la probabilité de coloniser Mars à l'avenir. Un autre point important est que la sphère de Dyson ne peut accumuler que 10% de l'énergie que le Soleil émet en une seconde. Cette part reste énorme, étant 40 000 milliards de fois supérieure à la consommation énergétique quotidienne de l'humanité. Cela signifie qu'il faut stocker quelque part une telle quantité d'énergie. L'une des options consiste à la transformer en antimatière. Cependant, pour l'instant, nous ne savons pas le faire, ce qui nous pose tout un tas de nouveaux défis. Il semble qu'à chaque étape de la création d'une sphère de Dyson, nous rencontrons littéralement des difficultés. Mettons ces aspects de côté et imaginons si l'humanité devenait une civilisation de type 2. Nous dépenserons clairement beaucoup plus d'énergie qu'actuellement, car une part importante sera consacrée à l'exploration et à la conquête des objets du système solaire. Nous aurons la possibilité d'extraire des ressources dans la ceinture de Kuiper et bien sûr de coloniser Mars. Grâce à de nouveaux matériaux, nous pourrons concevoir des combinaisons spatiales plus résistantes, mieux protégées contre le vent solaire et les radiations. Nous pourrons aussi intégrer ces matériaux en médecine, ressouder les os instantanément, renforcer le squelette et changer la couleur de la peau et des yeux. Une civilisation de type 2 peut oublier les gadgets habituels pour nous, comme les smartphones et les ordinateurs. Nous aurons une petite puce qui nous permettra d'utiliser Internet par la seule force de la pensée. Cela signifie que l'information deviendra encore plus accessible pour nous. Pour une civilisation de type 2, l'approche du système de sécurité changera également. Les astéroïdes et les météorites cesseront d'être un danger pour nous. Au contraire, nous pourrons en tirer de nombreuses ressources utiles. Si un objet devient tout de même une menace pour notre planète, nous disposerons d'armes capables d'éliminer rapidement et efficacement ce danger. Avec une telle arme, il semblerait que nous serions tout-puissants. Mais si des représentants d'une autre civilisation nous visitent, cela signifiera probablement pour nous une condamnation à mort. Si une civilisation extraterrestre s'est approchée de nous, cela signifie qu'elle a atteint un niveau qui permet les voyages interstellaires. Une civilisation peut aussi obtenir de l'énergie hors de son système planétaire. Pour une civilisation de type 3, notre civilisation de type 2 apparaîtrait simplement comme un sac de ressources incapable de résister. Que faire alors? S'assurer que personne ne découvre notre existence? Cependant, préparez-vous à être déçus, car cela est impossible justement à cause de la présence d'une sphère de Dyson. Il est difficile de ne pas remarquer le fonctionnement d'une telle structure à cause du rayonnement infrarouge qu'elle peut laisser passer. Nos scientifiques étudient déjà les sources de rayonnement infrarouge afin de rechercher à l'avenir des signes de l'existence de civilisations de type 2. Une civilisation de type 2 incapable de voyager entre les galaxies peut toutefois éviter un destin tragique face à une civilisation de type 3. Cependant, dans ce cas, nous nous sauverons avec tout le système solaire. À l'avenir, même si c'est dans un futur très très lointain, nous pourrons construire une structure bien plus vaste que la sphère de Dyson, un moteur stellaire. Il ferait en sorte que le Soleil, ainsi que toutes les planètes, se déplacent dans la direction souhaitée. Ce serait vraiment un travail d'une ampleur colossale. Les scientifiques proposent un ensemble de nombreuses options pour mettre cela en pratique.
Cependant, la solution la plus intéressante au problème a été proposée par les scientifiques Martin Rees et Seth Shostak. Ils proposent aux représentants de la civilisation de transférer leur conscience dans un système spécial de particules intelligentes contenant de la nanoélectronique. Ainsi, nous pourrions exister dans tous les recoins de la Voie lactée. Tout cela ressemble au scénario d'un roman de science-fiction. Pourtant, les astronomes en parlent tout à fait sérieusement en ce moment. Cela nous semble encore incroyable pour l'instant, mais un jour peut-être ce sera une chose ordinaire pour l'humanité. L'avenir est une matière délicate. Nous avons le pouvoir de le rapprocher. Le système solaire deviendra-t-il notre terrain de jeu ? Serons-nous capables de devenir une civilisation de type 2 ? Avez-vous déjà entendu l'expression « le mouvement c'est la vie » ? Si oui, vous avez probablement pensé qu'il s'agissait de sport. Eh bien, oui et non. Aujourd'hui, nous allons parler d'un type de mouvement qui n'est pas évident pour l'homme. Un mouvement qui se produit même lorsque nous sommes allongés sur le canapé à regarder notre vidéo préférée, ou que nous dormons, ou que nous sommes assis en cours. Même maintenant, pendant que vous écoutez ceci, l'humanité file à travers les profondeurs sombres de l'espace à des vitesses folles. Mais reprenons depuis le début. Commençons par la Terre et le système solaire dans son ensemble. Notre planète tourne autour de son axe. Vous avez peut-être appris cela lors de vos cours de géographie en 4e année. Et cette vitesse n'est pas faible, 1674 km/h. Les deux seuls endroits où l'homme est épargné par cette course folle sont les deux pôles de la Terre. La planète n'est jamais immobile et c'est merveilleux, car si elle s'arrêtait ne serait-ce qu'une seconde, nous n'existerions plus, tout comme le reste. Les lois de la physique sont implacables. Si le freinage est soudain, nous n'aurons même pas le temps de comprendre. Tout ce qui n'est pas soudé au géoïde Terre sera immédiatement arraché, puis d'énormes tsunamis emporteront le reste, car les océans continueront à tourner par inertie. Et ce ne sont que les premières conséquences. Par la suite, la Terre deviendra un endroit inhabitable. D'ailleurs, tous les 5 ans, notre planète traverse des cycles de ralentissement et d'accélération. Pendant ces périodes, cela provoque des tremblements de terre et d'autres catastrophes. Mais la Terre ne tourne-t-elle que sur son propre axe ? Non, elle tourne sans cesse autour du Soleil, ce qui nous permet de profiter de l'alternance des saisons. Sa vitesse est de 30 km par seconde, soit 108 000 km par heure. Comme on le sait, la planète effectue un tour complet en 365 jours. Et que peut-on dire d'autre concernant le mouvement de notre étoile mère ? Sur les images, nous voyons un mouvement statique, des planètes dynamiques qui tournent autour d'elle, mais c'est une image exagérée. Bien plus petite que le Soleil, la Terre et les autres planètes exercent tout de même une influence gravitationnelle sur lui, notamment les géantes Jupiter et Saturne. Tout système similaire au système solaire a un barycentre, centre de masse autour duquel gravitent tous les corps, y compris le Soleil. Ce barycentre varie, et parfois il se déplace légèrement, sortant de sous l'étoile où il se trouve la plupart du temps. Cela se produit lorsque Jupiter et Saturne s'alignent. Durant ces périodes, le Soleil bouge différemment, influençant ainsi l'orbite terrestre. Les subtilités du mouvement de notre étoile et des planètes ressemblent à une promenade dans le parc. Et maintenant, passons des bases à des choses de plus complexes et observons comment se déplace le système solaire, la galaxie de la Voie lactée et d'autres amas lointains. Dans ce cas, les vitesses sont bien plus impressionnantes. Le système solaire se trouve à environ 8 kpc, soit 26 000 années-lumière du centre de notre galaxie spirale, dans le bras d'Orion, ce qui est presque en périphérie. Cependant, sa position est instable, car le système solaire se déplace constamment par rapport au centre de la Voie lactée où se cache un trou noir supermassif, Sagittaire A ainsi qu'aux autres étoiles. De plus, selon des estimations indirectes, différentes vitesses sont relevées, notamment vers les constellations de la Lyre, d'Hercule et des étoiles proches. Le Soleil se déplace à une vitesse de 15 à 20 km par seconde, mais par rapport à l'espace interstellaire, la vitesse de notre étoile atteint déjà 25 km par seconde. Et le point vers lequel il se dirige, c'est-à-dire l'apex, se déplace également. Mais ce n'est pas tout. Tout comme la Terre tourne autour du Soleil, notre étoile tourne aussi autour du centre de la Voie lactée, tantôt la Voie lactée, ou plutôt dans les profondeurs de son barycentre. Le Soleil se dirige actuellement vers la constellation du Cygne à 200 km par seconde. Le système solaire mettra 220 millions d'années pour un tour complet,
soit une année galactique. Imaginez seulement la dernière fois que notre planète se trouvait de l'autre côté de la Voie lactée. Sur Terre, un seul supercontinent, la Pangée, était entouré des océans Pantalassa et Téti, tandis que les dinosaures commençaient à conquérir les terres. Est-il vrai que le système solaire dérive lentement vers le ventre du trou noir au centre de la Voie lactée ? Oui, mais pas tout à fait. Pour débuter, mentionnons les orbites circulaires, sur lesquelles étoiles et planètes gravitent autour d'astres plus massifs depuis leur formation. Avec le temps, les objets voisins dévient légèrement leurs orbites. Par exemple, sous l'effet de la gravité, le Soleil avance, monte et se déplace vers le centre de la galaxie à différentes vitesses. Et cela, bien sûr, influence le vecteur du mouvement de notre étoile à travers la Voie lactée. On pourrait penser que si le Soleil se rapproche un peu du centre de la galaxie à chaque millénaire, notre système planétaire finira par être englouti par le trou noir supermassif, Sagittaire A. Mais c'est une illusion. C'est simplement que de cette façon, le Soleil quitte son mouvement circulaire pour adopter une orbite elliptique. Puisque la masse de la matière dans la Voie lactée est répartie uniformément, notre étoile ne peut pas tourner sur la même orbite. Elle la modifie légèrement à chaque fois. C'est la raison de ces changements vectoriels. Vous pensez que c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le mouvement de notre étoile ? Non, car nous avons déjà mentionné qu'en plus des autres directions, le Soleil se déplace légèrement vers le haut, c'est-à-dire qu'il s'élève un peu au-dessus du disque de notre galaxie. Donc nous allons bientôt dire adieu à notre immense maison étoilée. La Voie lactée est une formation massive, donc il n'est pas si facile d'en sortir. Dans quelques centaines de millions d'années, nous monterons à environ 300 années-lumière au-dessus de notre galaxie. Puis le Soleil et ses planètes redescendront à leur niveau antérieur. Si l'on représente ce processus schématiquement, il s'agit d'un mouvement ondulatoire cyclique éternel, une fois tous les 60 millions d'années sur des orbites variables. Certains astronomes associent de tels sauts aux extinctions massives qui se produisent sur Terre. Alors peut-être que notre galaxie, non. Les scientifiques estiment que la Voie lactée va entrer en collision avec Andromède, car notre galaxie se dirige vers elle à 150 km par seconde. En conséquence, une nouvelle formation gigantesque appelée Milkomeda se formera. Mais plus nous pénétrons profondément dans l'univers, plus les vitesses qu'on allait sont élevées et plus les objets s'en massent. La Voie lactée appartient au groupe local de galaxies. Où va ce groupe ? À la vitesse monstrueuse d'environ 400 km par seconde, il se dirige vers l'énorme amas de la Vierge. Mais ce n'est pas la destination principale. Vous avez probablement remarqué que tout dans l'univers est attiré du plus petit vers le plus grand et tourne autour de lui. Quelle doit être la taille de l'objet vers lequel tout ce que nous pouvons observer, même avec les télescopes les plus puissants, se dirige ? Il s'avère que toutes les galaxies sont attirées vers une seule et unique chose, monstrueuse. Cela signifie que la galaxie migrante est considérée comme la plus grande de l'univers. La deuxième époque, la Voie lactée selon l'instrument, nous. Il n'est pas surprenant que nous puissions seulement imaginer ce monstre. Mais le fait que le mouvement de tout ce que nous connaissons soit orienté vers lui est relativement prouvé. Compte tenu de la masse et des dimensions incroyables du grand attracteur, il n'est pas surprenant qu'il attire progressivement à lui des objets plus petits. On considère que les superamas sont les ensembles les plus importants de l'univers. En tout cas, nous n'avons encore rien découvert de plus grand. Le macrocosme est un endroit plutôt dangereux. Même notre propre galaxie ne peut pas garantir la sécurité de la Terre et du système solaire. À tout moment, une supernova peut exploser à proximité, ou un gros objet venu de nulle part peut entrer en collision avec notre planète. En plus de tout cela, nous fonçons à une vitesse incroyable vers nulle part, en direction du mystérieux grand attracteur, traversant le désert d'encre sans fin appelé l'univers. N'avez-vous jamais eu envie de tout laisser tomber et de partir loin d'ici ? Peut-être que bientôt toute l'humanité partagera cette pensée folle, car les prévisions de survie de notre espèce sur Terre se dégradent nettement.
Ne serait-ce que parce que, selon les prévisions des scientifiques, il ne resterait au Soleil qu'environ 5 milliards d'années à vivre. C'est énorme et nous n'avons pas à nous inquiéter, vraiment. Même bientôt, des événements pourraient-on nous forcer à partir, vous et moi. Et les entasser fébrilement dans le compartiment à bagages d'une navette spatiale. Et il ne s'agira pas simplement de déménager d'une ville à une autre, mais bien plus loin que cela. Où pourrions-nous aller en quittant notre propre planète ? La communauté scientifique travaille activement sur cette question. Ne parlons pas d'Elon Musk, déjà trop évoqué, avec sa colonisation de Mars toujours inexistante. Il existe des objectifs plus intéressants. Alors que le télescope innovant James Webb scrute l'espace profond à la recherche d'exoplanètes, littéralement sous notre nez gravitent enfin des corps célestes capables de satisfaire les besoins de l'humanité et ses aspirations à la vie. Et ce n'est certainement pas Néra, Mercure ou Neptune. Et bien sûr, ce ne sont pas non plus les géantes gazeuses. Mais on s'en rapproche. Nous n'allons pas vous faire attendre plus longtemps. Nous allons parler de la possibilité lointaine de coloniser les satellites de Jupiter, Saturne et Neptune. Depuis l'école, nous savons qu'une multitude de petits corps célestes gravitent autour d'eux. Certains d'entre eux intéressent depuis longtemps les scientifiques en vue d'une éventuelle migration de l'humanité. Il ne faut pas penser que des paradis terrestres y attendent. L'organisme humain est exclusivement adapté à la vie sur Terre et encore, pas dans toutes ces régions. Dans les autres endroits, surtout ceux aussi hostiles, sans l'équipement approprié, il mourra instantanément ou dans d'atroces souffrances. Mais nous disposons de technologies développées au fil des siècles, et peut-être qu'un jour cela nous sauvera. Pour commencer, arrêtons-nous sur les satellites de Jupiter. Mais allons-nous vraiment examiner plus de 80 objets ? Bien sûr, il suffit de jeter un œil aux 4 principaux, Ganymède, Callisto, Io et Europe. Commençons peut-être par Ganymède. Ce satellite n'est pas seulement grand, c'est le plus énorme de tout le système solaire, même plus grand que notre Mercure. Les qualités positives de cet astre ne s'arrêtent pas là. Il possède une magnétosphère et c'est très précieux, surtout à proximité d'un tel abuseur de radiation comme Jupiter. Cela signifie que Ganymède pourra repousser les attaques mortelles et protéger au moins partiellement les modules de nos bases et les colons eux-mêmes. Autrefois sur Ganymède, la sonde Galileo a découvert un océan profond et salé, avec des couches de glace plus dures que le diamant. Il est possible que des formes de vie inconnues de nous habitent à ces niveaux océaniques. À un certain niveau de l'océan global, il pourrait y avoir un plancton particulier et à un autre des créatures à pattes comme l'Artemia. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'arrange, c'est justement de la pâte faite à partir de ces animaux que les futurs colons pourront se nourrir, car elle peut remplacer la viande. Ainsi, Ganymède, avec son atmosphère très fine mais existante, est un endroit assez prometteur pour l'habitation des représentants de l'humanité. Avec l'apparition des technologies appropriées, il serait théoriquement possible d'extraire de l'oxygène modifié de l'atmosphère, afin de l'utiliser ensuite pour la respiration des colons. Mais il faut prendre en compte qu'il fait très froid sur Ganymède, environ moins 180 degrés Celsius. Et qu'en est-il de Callisto ? C'est justement elle qui était parfois considérée comme la première candidate pour devenir la nouvelle maison de l'humanité. Ce satellite est géologiquement stable, ce qui est très bien pour la construction d'une colonie. Le deuxième avantage est qu'il est hors de la zone de radiation de Jupiter. Callisto est un véritable trésor de glace, dont on peut non seulement extraire de l'eau, mais aussi transformer certains types en carburant. Pour nos vaisseaux, ce ne sont pas que des mots en l'air. En 2007, une mission sans équipage dirigée par Silnim est prévue pour explorer les satellites de Jupiter, y compris Callisto. On la considère comme une étape préalable à un vol habité qui marquera le début de la colonisation de l'un de ces corps célestes. Et qu'en est-il des autres satellites comme Io et Europe ? C'est justement ce dont nous allons parler maintenant. En fait, Io est un objet assez problématique en raison de sa tectonique très active. Déjà dans les années 70 du siècle dernier, la sonde Pioneer 11 a étudié pour la première fois cet astre. Io est un satellite très dense, composé de silicates et de fer. Mais c'est précisément cette lune jovienne qui subit le plus l'impact des radiations de son immense voisin gazeux, Jupiter. Les sondes qui ont tenté de l'étudier ont ressenti elles-mêmes ce que cela signifie d'être dans une étreinte mortelle. Les équipements ici sont inadaptés et ne fonctionnent pas normalement.
Et seuls les voyageurs, équipés de technologies plus modernes, ont pu observer Io plus en détail. Le volcanisme sur cet astre a une explication logique. La proximité avec Jupiter provoque un mouvement constant et un réchauffement des roches à l'intérieur du satellite. En conséquence, des volcans apparaissent, crachant des coulées d'acide sulfurique. Mais les tubes de lave, qui se forment lors du refroidissement du magma, pourraient très bien servir d'habitat aux micro-organismes. D'un autre côté, 400 volcans actifs, dont l'un est 2 fois plus haut que l'Everest, ce n'est pas vraiment un voisinage idéal pour des colons essentiellement sans défense. Ainsi, si l'humanité choisit malgré tout de s'établir sur Io, elle devra imiter les bactéries et se réfugier sous la surface de l'astre. De plus, pour construire des catacombes, il faudra trouver une zone où il y a un minimum de volcans, idéalement aucun. Si l'on ne tient pas compte de ce facteur, alors en quelques années à peine, la colonie sera abondamment recouverte de sulfure de fer et de roches silicatées, ensevelissant ainsi ses habitants. Mais avec des circonstances favorables, les catacombes souterraines pourraient considérablement atténuer l'effet des radiations, même s'il ne sera pas possible de les éliminer complètement. En conséquence, les équipements assurant le fonctionnement de la bâtiment automatisé et sécurisé risquent fort de connaître des défaillances critiques. C'est pourquoi les Io est rarement envisagée comme candidate pour la vie future des terriens. Il nous reste encore un satellite de Jupiter, Europe. Devinez sur quel corps céleste du système solaire il y a un immense océan sous la surface et des centaines d'hectares de champs de glace avec d'étranges sillons découverts pour la première fois par la sonde Galilée. Exactement, tout cela se trouve sur Europe. Mais une autre question se pose. Est-ce vraiment ce dont les colons ont besoin ? Ne vous précipitez pas, concluez. L'océan, c'est potentiellement de l'eau liquide qui peut être utilisée non seulement pour boire et s'épiler, mais aussi pour produire de l'oxygène. Cependant, cet océan pourrait contenir un liquide toxique impropre à toute transformation au lieu d'eau. Et en plus, pour y accéder, il faudrait forer la glace d'Europe pendant tout un mois. Donc dans l'ensemble, la colonisation d'Europe est une entreprise très coûteuse et compliquée. De plus, ce n'est pas sûr car la faible gravité finira par provoquer des défaillances du système immunitaire et une atrophie musculaire chez les colons. Par analogie avec l'agité Io, les humains sur ce satellite devront se cacher, mais pas sous terre, sous la glace, afin d'échapper aux radiations de Jupiter. On pourrait penser, vu ce qui a été dit, que la colonisation d'Europe est sans espoir, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Pour commencer, il faut envoyer une mission de reconnaissance sur ce satellite afin de prélever des échantillons de l'océan sous-glaciaire. Mais la glace sur Europe a une épaisseur de 150 km. Comment faire cela ? Les astrophysiciens ont un plan. Grâce à des télescopes, les scientifiques ont découvert des geysers, où l'océan perce la surface. Cela signifie que si l'on survole la surface du satellite, on peut recueillir des échantillons et, en les analysant, comprendre de quoi est réellement rempli ce gigantesque réservoir d'eau. Quant à savoir qui y vit, que ce soit des créatures semblables à celles de la fosse des Mariannes ou des spécimens plus exotiques, une sonde spéciale, qui devrait être envoyée sous la glace d'Europe, pourra les détecter. Cependant, pour l'instant, les rêves de villes de glace sur ce satellite restent prématurés. Ne serait-ce que parce que chaque colon recevrait ici en une journée une dose de radiation 2000 fois supérieure à la norme annuelle sur Terre. À quels autres mondes devrions-nous penser en les choisissant comme notre potentiel foyer ? Cela pourrait être par exemple Triton, le satellite de Neptune, sous les glaces épaisses duquel, selon les astrophysiciens, se trouve également un océan. Beaucoup considèrent ce choix pour le moins étrange, car Triton est l'objet le plus froid de l'univers que nous connaissons. À sa surface, une température de moins 235 degrés Celsius a été enregistrée. Autrement dit, terraformer ce satellite en essayant de le réchauffer, comme on prévoit de le faire avec Mars, sera probablement impossible. Et puis il faut encore arriver à ce problème, car il faut un temps incroyablement long pour atteindre Triton, environ 12 ans de voyage. C'est l'un des principaux problèmes au début de la colonisation. Même avec un miracle et une première expédition habitée sur Triton, il sera très difficile de l'approvisionner en matériel. Et l'énergie solaire n'est également pas disponible dans cet endroit extrêmement éloigné. En somme, ce ne sont que des complications. Quel objet du système solaire est considéré comme le plus approprié pour la colonisation ?
Il s'agit du satellite de Saturne, Titan. À première vue, c'est un monde très sombre et froid, enveloppé d'une épaisse couche de nuages composés de cyanure d'hydrogène. Une mini-Vénus avec une pression atmosphérique un peu plus élevée que celle de la Terre. C'est pourquoi un astronaute ressentirait une pression équivalente à celle que l'on éprouve à environ 5 mètres de profondeur sous l'eau. Mais ce satellite possède l'essentiel, les 4 éléments nécessaires à la vie. Carbone, hydrogène, azote et oxygène. Il ne manque que le 5e élément, l'homme. Titan est très riche en gisements d'hydrocarbures, ce qui constitue une source d'énergie pour les futures colonies. La radiation ici n'est pas non plus dangereuse à cause de l'atmosphère très dense, bien qu'elle soit toxique pour l'homme, donc il sera difficile de sortir à la surface sans combinaison spatiale. Et la température ne le permettra pas non plus. À la surface de Titan, il fait moins 180 degrés. Comment le savons-nous ? Au siècle dernier, aucune sonde ne pouvait percer l'épaisse couche d'atmosphère du satellite, mais en 2005, Huygens a tout de même atterri à la surface de Titan. Il s'est avéré qu'il y règne une obscurité totale, car à travers les nuages denses, aucun rayon de la lumière solaire avare ne peut percer. Huygens a également découvert que sur Titan, des tourbillons d'hydrocarbures s'élèvent, formant des dunes, tout comme sur Terre. Ici, il n'y a pas de montagnes, seulement d'énormes blocs de glace. Dans l'océan qui se trouve peut-être sous la croûte de Titan, des extrémophiles pourraient ne vivre, tandis qu'à la surface du satellite, des rivières de méthane et d'éthane coulent. Pourquoi des rivières ? Parce que ces gaz, dans un climat incroyablement froid, se sont transformés en liquide. Une année, l'un des journaux scientifiques a rapporté que dans l'atmosphère de Titan, on avait découvert une molécule de cyclopropénélidène. C'est un composé organique à base de carbone, que l'on ne peut observer sur Terre qu'en laboratoire. On ne sait pas comment cette substance ne se décompose pas sur ce satellite froid. On suppose qu'il existe quelque part une source générant de la chaleur et permettant aux molécules de rester viables. De plus, il est possible que Titan soit même habité par certaines formes de vie exotiques, comme des vers glaciaires. Mais nous ne pourrons le découvrir qu'en 2027. C'est à ce moment-là que la National Aeronautics and Space Administration prévoit la mission Libellule. Le quadricoptère devrait atteindre le satellite aux alentours de 2034. Les futurologues qui réfléchissent à l'organisation d'une colonie sur Titan ont notamment évoqué des appareils volants sous forme de vaisseaux et de ballons, grâce auxquels les colons pourront se déplacer. Mais Libellule le fera de manière relativement simple. Le drone devra parcourir au moins 175 km au-dessus de la surface du satellite. C'est alors que nous verrons qui habite sur les rives des lacs de méthane. En somme, Titan, avec ses vastes réserves d'éléments clés, est vu par les scientifiques comme le meilleur lieu pour des colonies humaines et potentiellement le centre de la future économie mondiale. Pourquoi ne considérons-nous pas parmi les objets de colonisation, par exemple, Mercure ou Vénus ? Ici, c'est simple. Dans 5 milliards d'années, le Soleil deviendra une naine blanche. Avant cela, il sera une géante rouge et détruira les 3 premières planètes, dont la Terre. C'est d'ailleurs l'une des raisons, avec la limitation des ressources, pour lesquelles nous cherchons un nouveau foyer, même si ce n'est pas la seule. Et lequel de ces objets choisiriez-vous comme berceau de la vie future ? Hubble ne répondra pas pour le moment, mais tous ceux qui nous regardent sont invités à commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait.